19 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose et la RDC, le troisième pays le plus touché par cette maladie au monde. Dans ce journal, le message de la première dame qui s'investit déjà dans le plaidoyer en faveur de la prise en charge. Et puis 800 millions de dollars américains de la part de la Banque mondiale pour appuyer la gratuité de l'enseignement en RDC. Une partie de ces fonds sera affectée à la paie des nouvelles unités. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné ce vendredi 19 juin devant la dépouille mortelle de Pierre Lumbi, secrétaire général du parti Ensemble pour la République, décédé le 14 juin dernier. Et juste après, le chef de l'État a présidé la 36e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Guilan Kabalundi, fils Matondo et champion d'Andi ont signé ce reportage. Décédé le dimanche 14 juin dernier à Kinshasa des suites d'une maladie, le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République et membre de la plateforme Lamuka a reçu ce vendredi 19 juin 2020 les hommages du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Consterné par ces disparitions, le chef de l'État a fait personnellement le déplacement de la morgue de la clinique quinoise dans la commune de la Gombe. Le président Félix Tshisekedi s'est incliné devant le cercueil couvert du drapeau national, observant un moment de silence. Ceci avant le dépôt de sa couronne de fleurs. Peu avant son départ, le chef de l'État a adressé quelques mots de réconfort à l'endroit de la famille biologique éplorée. Né à Bukavu, dans le Sud Kivu, le 11 mars 1950, Feu Pierre Lumbi était originaire de la province du Maniema, localité d'Ovoudou, collectivité des Bakongola, territoire des Kibombo. De 1956 à 1963, il fut ses études primaires chez le frère de la Charité à Bujumbura au Burundi. De 1963 à 1971, il parcourt les études secondaires au collège Saint-Paul de Bukavu où il obtint les diplômes d'État en biochimie. Il était licencié en psychologie chimique de l'Université de Lyon en France. Fondateur et président du parti politique MSR, il a été notamment ministre de la Santé, Famille et Affaires sociales du gouvernement Étienne Tshisekedi en 1991, ministre des Relations extérieures issu de la Conférence nationale souveraine en 1992 et conseiller spécial du chef de l'État honoraire en matière de sécurité entre 2010 et 2015. Il était secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République jusqu'à sa mort. Et de retour dans son bureau de travail, le président de la République a immédiatement occupé son siège comme tous les vendredis pour présider par vidéoconférence la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Cette 36e s'est apaisantie sur les questions majeures du pays, parmi lesquelles la situation sécuritaire et l'évolution de la riposte à la pandémie de la Covid-19. La proposition de changement du dispositif de l'enterrement digne et sécurisé sera également examinée lors de cette réunion. Le compte-rendu de ce Conseil de ministres sera fait par le porte-parole du gouvernement. Et l'économie nationale subit les affres du coronavirus. La population en paye déjà le prix. Pour faire face à cette situation tragique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé hier le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts du coronavirus. Découvrons-le à travers ce reportage de Pierre Kibambe. Moïse. Tous les pays du monde, la République démocratique du Congo y compris, sont frappés de plein fouet par les affres de la pandémie de Covid-19. D'origine sanitaire, le choc a détérioré le fonctionnement de l'économie mondiale, affectant sensiblement les conditions de vie des populations, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement. Des nations ont préconisé des plans d'ajustement de leur politique publique. En RDC, sous la houlette du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement vient de mettre sur pied le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19. Ce programme multisectoriel symbolise la détermination du gouvernement de la République de prendre en main et de répondre activement et dans un court terme aux effets d'entraînement de la pandémie du coronavirus avec l'objectif d'atténuer autant que possible les impacts de celle-ci, en particulier sur le plan économique et social. Le lancement de ce programme d'urgence
intervient dans un contexte tout particulier de l'état d'urgence qui a changé sensiblement notre mode de vie. Il vous souviendra qu'en date du 18 mars et du 24 mars 2020, je m'étais adressé à la nation pour attirer l'attention de la communauté nationale sur l'existence de l'épidémie de coronavirus et pour annoncer les différentes mesures prises en son temps pour faire face à la Covid-19 et que j'ai par la suite renforcées dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Tout en félicitant les efforts déployés par toutes les équipes impliquées dans la riposte jusqu'à ce jour, je continue à encourager notre population à observer, pour le bien de toutes et de tous, les différentes mesures et gestes barrières annoncés. Il est tout aussi vrai qu'en dépit des efforts déployés dans le cadre de cette riposte contre le Covid, on a malheureusement déploré et on continue à déplorer de nombreux cas de décès de suite à cette maladie. Le personnel soignant, dont je salue la bravoure, n'est pas épargné. C'est pourquoi, avant de poursuivre mon allocution, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées du fait de la Covid-19 depuis ma dernière adresse à la nation en mars 2020. D'un budget global pour les projets et les réformes structurelles de 2,610,622,000 $ américains, ce programme d'une durée de 9 mois devra permettre notamment de renforcer, coordonner et concrétiser les mesures sanitaires et sécuritaires idoines et urgentes prises par le président de la République, limiter la détérioration du bien-être social et servir de balise à la relance de l'économie nationale. Le représentant des partenaires de la RDC et la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Minembwe, ont dans leurs interventions salué l'avènement de ces programmes sur 3 axes: riposte, surveillance et renforcement du système de santé, soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'économie et atténuation des risques et soutien aux populations. Le financement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 portera sur les mécanismes novateurs, à savoir la capacité actuellement d'endettement du pays, le paiement pour les services des écosystèmes, la maximisation des recettes publiques en luttant notamment contre l'écoulage, la mobilisation de l'aide au développement et la diversification des sources financières privées, ainsi que la mise à contribution du secteur minier. Le programme a impliqué notamment la présidence de la République par la Task Force, le gouvernement, les organisations de la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers qui appuient la RDC. À l'Assemblée nationale, la proposition de la loi modifiant le code pénal congolais est déclarée recevable et renvoyée donc à la commission mixte PAJ et socioculturelle pour un examen beaucoup plus approfondi. La plénière a eu lieu hier sous la conduite de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. C'est un reportage de Bernard Baudot et Sylvie Moimbo. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette plénière. Adoption de l'ordre du jour, examen de la proposition de loi portant modification du code pénal congolais, rapport de la commission défense et sécurité sur les auditions de 2 membres du gouvernement. Sous la conduite de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyoko, le point relatif à la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ces jours du député national Passisa Pamba, la plénière l'a déclarée recevable. Elle sera approfondie et enrichie par une commission mixte politique, administrative et juridique et judiciaire, ainsi que la commission sociale et culturelle. Comme l'ont indiqué plusieurs députés, cette proposition de loi a l'avantage de compléter l'arsenal
scandale juridique dans un domaine où les données sont dépassées depuis plusieurs décennies. La corruption étant un véritable cancer qui prive l'État congolais de ses moyens, il est plus que temps que la Chambre basse du Parlement s'investisse pour des lois appropriées sur la répression de ces mâles qui n'épargnent aucune catégorie socio-professionnelle, a renchéri l'auteur de cette proposition de loi. Enfin, la commission défense et sécurité que préside la députée nationale Jeannette Kabila a rendu son volumineux rapport au terme des auditions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ministre de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankondé et du ministre de la Défense nationale Emengoy Mukena. D'entrée de jeu, la présidente de la commission a brossé un tableau sécuritaire sombre de la RDC avec la prolifération des groupes armés dans plusieurs provinces, les détournements des fonds destinés aux militaires, des conflits communautaires, un budget modique destiné à la défense du territoire, des conflits frontaliers, les mauvaises conditions de vie et de travail du militaire et policier. Et dans le rapport détaillé lu par le rapporteur Mounibo Moubi Juvenal, plusieurs points ont été épinglés en rapport avec la sécurité devenue récurrente au pays. Donc à la Chambre basse du Parlement où une délégation de la société civile quinoise a rencontré la présidente Janine Mabunda dans le cadre du dialogue social. Le docteur Moïse Mbila qui a conduit cette délégation est ici au micro de Sylvie Moembo. L'Assemblée nationale, c'est l'émanation de la société civile. Donc, Madame l'honorable présidente avait toutes les raisons possibles pour écouter directement la base, savoir quelle est la lecture de la population par rapport à tous ces problèmes qui se passent dans le pays, que ce soit la vie sociale en rapport avec le coronavirus, la vie sociale avec les aspects politiques qui se passent maintenant. Donc c'est aussi pour elle une façon d'écouter directement la base. Et là, nous sommes très reconnaissants parce que elle ouvre au fait ce qu'on appelle un dialogue social directement avec la base, écouter directement les problèmes au niveau de la société. La plupart de nos organisations, nous travaillons dans la promotion de la femme et dans le soutien du leadership féminin. Nos aspirations sont en train de bien avancer et donc nous aimerions qu'elle puisse laisser vraiment des traces dans le travail qu'elle fait ici pour que le leadership féminin ne soit pas juste des slogans, mais que cela puisse être traduit en actes et servir d'exemple pour l'avenir. Les membres du bureau du Sénat, conduits par Alexis Tambo Mwamba, parlementaire, membre de famille, amis et connaissances, ont rendu aujourd'hui un dernier hommage au sénateur Pierre Lumbi Okongo, décédé le 14 juin dernier d'une courte maladie. C'est un reportage de Jeannie Dada Chabani et Berthe Moukonkole. Une chaise de l'hémicycle du Sénat sera vide à la prochaine plénière. C'est suite au décès du sénateur du Sud Kivu, Pierre Lumbi Okongo, qui a tiré sa révérence à l'âge de 70 ans des suites d'une courte maladie. Ému par cette brutale disparition qui réduit l'effectif du Sénat et va ôter cette institution des références et des mesures d'une tête pensante, le président de cette chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, qu'accompagnait quelques membres du bureau, est allé s'incliner à la dépouille de cet homme d'État, une élite intellectuelle qui restera gravé dans les annales de la République démocratique du Congo pour avoir rendu des loyaux services à la République. Né à Bukavu le 11 mars 1950, il a fait ses études primaires à Bujumbura au Burundi, ses humanités à Bukavu en République démocratique du Congo et ses études universitaires au Burundi à la faculté de médecine pour décrocher en 1972 les diplômes de médecin. Il est aussi licencié en psychologie de l'Université de Lyon en France. Après ses études, il a joué un rôle majeur à l'essor de la société civile. C'est aussi une figure de proue de la Conférence nationale souveraine. Et puis, il a occupé de hautes fonctions au gouvernement et à la présidence de la République pendant la 2e, la 3e et la 4e République. Sur les plans politiques, il était secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République. Il fut fondateur et président national du parti politique MCR, coprésident et président du G7, autorité de référence
du mouvement social et de l'Alliance de l'alternance démocratique. Il a quitté cette terre des hommes en qualité de sénateur. L'administration du Sénat lui a rendu aussi un dernier hommage. Au nom du personnel du Sénat, le secrétaire général de cette institution a déposé aussi sa gerbe de fleurs. C'était à la morgue de la clinique quinoise. Il sera inhumé à Benseke Fouti, Nouvelle Cité. Qu'il repose donc en paix. Poursuivant ce journal, le ministre de la Santé publique poursuit son séjour de travail dans le Nord Kivu. Le docteur Eteni Longondo a visité aujourd'hui quelques formations médicales et laboratoires de Goma, ainsi que le centre de traitement de la maladie à virus Ebola. C'est un commentaire de Lucie Lavichisenda. C'était très tôt dans la matinée de ce vendredi 19 juin 2020 que le docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé publique, a fait la ronde des centres hospitaliers et laboratoires de la ville de Goma. Il était au grand laboratoire de l'INRB Goma P2 et P3 qui sera opérationnel dans les tout prochains jours et qui va faciliter les résultats du Covid-19 dans ce coin du pays. Ensuite, le ministre national de la Santé a visité le centre de traitement des Mounigi où sont internés les patients de la maladie à virus Ebola. Le gouvernement qui tient à éradiquer cette épidémie qui a refait surface utilisera ce centre pour désormais accueillir les malades du coronavirus dans cette province. Après ce centre de traitement, direction l'hôpital provincial du Nord Kivu. Ici, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo et sa suite ont visité le compartiment des malades du coronavirus et le laboratoire de cet hôpital. J'étais tout à fait surpris positivement de voir que ces centres pouvaient très bien prendre en charge le cas Covid. Nous pensons que nous allons, selon les réclamations que nous avions eues là-bas, selon les recommandations, nous avons encore appuyé les laboratoires par rapport au matériel de prélèvement. Sous demande du gouverneur de province, Carline Zanzou, Eteni Longondo, accompagné du représentant pays de l'OMS ainsi que d'une forte délégation, s'est imprégné de l'évolution des travaux de réhabilitation de routes initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de son programme d'urgence. Soutien à la lutte contre le coronavirus, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours met la main à la pâte. Elle a remis au comité de riposte contre la COVID-19 un don en équipement et en matériel sanitaire. Les détails encore dans ce commentaire de Lucie Lavichisenda. Le moteur de surveillance multiparamètres, les électrocardiogrammes, les aspirateurs électriques, les aspirateurs à pédale manuelle, le concentrateur d'oxygène, des masques oxygène enfants et adultes, des thermomètres digitales, des lits de réanimation en polyéthylène, des lits d'hôpital simples et des chariots d'urgence. La liste n'est pas exhaustive. Ceci constitue un don de plus de 490 000 $ américains que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours vient de remettre à l'INRB. Disciple de Jésus-Christ, l'Église vient par ce geste répondre à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État pour lutter contre cette pandémie en République démocratique du Congo, don remis à l'INRB par le représentant légal de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et coordonnateur du bureau régional Estache Ilungambuyu, qu'accompagnait le directeur du service humanitaire Didier Mutombo. En tant qu'Église, nous travaillons au développement et au bien-être spirituel, mais aussi physique et temporel des membres de l'Église et aussi de tous ceux qui nous entourent, qui sont nos frères et sœurs. Alors nous avons senti le besoin, à cause de la gravité de la pandémie, qu'il était nécessaire pour nous de participer aux efforts qui sont en place par l'État et le gouvernement, de manière à ce que nous puissions aider avec les moyens. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, secrétaire technique du comité de riposte contre la COVID-19, qui a personnellement réceptionné ces équipements et matériels sanitaires, a remercié ses bienfaiteurs et a promis d'en faire bon usage, car ce don tombe à point nommé, a-t-il souligné, afin de contribuer à freiner la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo. La remise de ces équipements a été sanctionnée par un certificat de donation.
Je le disais en début du journal, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée de lutte contre la drépanocytose anémie SS. La RDC est le 3e pays le plus touché par cette maladie. C'est ici l'occasion pour la Première Dame d'adresser ce message à la population congolaise. On l'écoute. Chers compatriotes, vous vous êtes certainement posé la question de savoir pourquoi j'ai choisi la drépanocytose comme une maladie contre laquelle je porte un combat hargneux et sans répit. J'ose espérer qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris le pourquoi et que cette lutte sera également vôtre. Le 19 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. C'est le moment de réfléchir à des solutions concrètes à proposer pour améliorer les conditions des drépanocytaires et de freiner la progression de cette maladie. Selon les dernières statistiques, notre pays, la République démocratique du Congo, où la population est estimée à près de 90 millions d'habitants, compte 25 à 30% des porteurs du gène de la maladie qui peuvent la transmettre à leur tour à leurs enfants. En effet, les femmes et les enfants payent un lourd tribut dans notre pays. La drépanocytose constitue l'une des causes majeures de mortalité infantile. Chaque année, on compte au moins 2% de nouveaux-nés malades des drépanocytaires et dont la moitié meurt avant l'âge de 5 ans à cause principalement de la méconnaissance de la maladie, aussi bien au niveau de la population que de professionnels de la santé. Des infections sévères comme méningite, pneumonie, anémie aiguë et j'en passe. J'encourage toute personne impliquée dans l'assistance et l'accompagnement des malades et de leurs proches à continuer dans ce sens. Ce que vous faites est juste incroyable. Que vous soyez médecin, chercheur, mouvement associatif, je suis admirative de votre combat. J'ai bon espoir sous le fait qu'ensemble, nous allons y arriver et permettre même aux plus démunis d'avoir l'accès aux meilleurs soins et autres nouvelles techniques de traitement. Ensemble, rien ne peut nous arrêter, car ensemble, nous sommes une communauté forte. Je vous remercie. Et justement, en rapport avec cette journée dédiée mondialement à la lutte contre la drépanocytose, une émission spéciale vous sera proposée ce soir avec des témoignages inédits. Prenez donc rendez-vous tout à l'heure à 21h sur nos antennes avec Naïcha Kialamouila. La ministre de la fonction publique Yolande Bosongo vient de lancer la formation des élèves de l'École nationale d'administration ENA. C'est une formation en ligne axée sur la passation des marchés publics. Sandra Nyangitabu nous en dit plus. La digitalisation au sein de l'École nationale d'administration ENA est résolument engagée grâce à l'organisation de la formation en ligne suite aux mesures de confinement en vigueur, une stratégie de la ministre de la fonction publique pour la modernisation de l'administration publique et l'intégration d'utilisation des outils du numérique dans les activités de formation. Les formateurs qui administreront ces cours ont eux-mêmes bénéficié de 2 séminaires animés par des formations de l'Institut Egmont de Belgique grâce au financement de Enabel, l'agence belge de développement. Les formateurs vont ainsi mettre à la disposition des élèves de l'ENA toute la matière reçue grâce aux outils numériques. Une vidéoconférence a donc permis le lancement simultané en Belgique et à Kinshasa de la formation en ligne. S'en est suivi une présentation du processus d'accompagnement des formateurs nationaux par l'Institut Egmont, puis une simulation séance tenante du cours de passation et exécution des marchés publics. Cette cérémonie officielle de lancement a été effectuée depuis Kinshasa par la ministre de la fonction publique Yolande Bosongo depuis son cabinet avec en vidéoconférence les différents partenaires dont le représentant de l'ambassade de Belgique, le représentant de Enabel Philippe Serge Desgarniers, le représentant de l'ambassade de France, les chefs des projets de l'Institut Egmont, le DG de l'ENA et les formateurs. Notons que l'agence belge de développement Enabel soutient l'ENA depuis 2014 au travers son programme pour l'octroi des bourses, Précob en sigle. À travers cette formation consacrée au transfert des compétences, on peut ainsi dire, sans embâche, que le train de la modernisation dans ce secteur est désormais en marche.
Et la Banque mondiale appuie la gratuité de l'enseignement en RDC avec une enveloppe de 800 millions de dollars américains. L'homme le plus heureux est le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, qui a animé hier un point de presse à ce sujet. Il compte affecter une partie de ce fonds à la rémunération des nouvelles unités. Reportage. Face à la presse ce jeudi 18 juin 2020, le ministre d'État et ministre de l'EPST Willy Bakonga, avec à ses côtés le vice-ministre Didier Boudimbu, se dit fier des résultats de l'accord de financement de 800 millions de dollars américains de la Banque mondiale en appui à la gratuité de l'enseignement en RDC. Soucieux de la situation des nouvelles unités, le patron de l'EPST pense orienter une partie de ces fonds à la rémunération des nouvelles unités. La Banque mondiale vient franchir une étape cruciale de sa promesse par son conseil des administrateurs à approuver l'accord de financement de 800 millions de dollars au titre de contribution de cette dernière à la mise en œuvre de la politique de gratuité par le gouvernement de la République. De la même manière que nous nous sommes tous mobilisés pour passer cette étape cruciale, je demande à toutes les équipes impliquées de se mobiliser davantage pour que nous obtenions tous ensemble la mise en œuvre, la mise en vigueur du financement approuvé afin d'amorcer de manière performante l'exécution du projet PERS. Pour rappel, 10 provinces sont concernées par cette enveloppe et l'avenir de notre pays est radieux, dixit Willy Bakonga, et il se concrétisera à travers l'éducation de nos enfants, un bel investissement pour la RDC. Et l'autorité de régulation des marchés publics vient d'ouvrir sa première direction provinciale à Kinshasa. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le président de l'Assemblée provinciale, Godem Poy. C'est un reportage de Malumbela. Ici, au sein du bâtiment de l'inspection générale des finances, que se trouvent désormais les installations de la direction provinciale de l'autorité de régulation des marchés publics de la ville-province de Kinshasa. 10 ans après sa création en 2010, l'autorité de régulation des marchés publics s'est résolue à se déployer à travers toutes les provinces de la République. Ce vendredi, cette instance nationale a procédé à l'ouverture de sa toute première direction provinciale de la ville de Kinshasa, ce qui prouve à suffisance la détermination des autorités à instaurer les pratiques de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion de la chose publique. L'histoire de l'ARMP, donc on retiendra effectivement qu'il y a eu des engagements, disons, des Congolais par rapport à la vision qui a été donnée par les institutions de la République depuis 2010, mais avec beaucoup de difficultés. Après 10 ans, nous sommes très reconnaissants de poser ces gestes, qui est un début. Le Congo a 25 provinces, vous savez, de Kinshasa, et donc le travail sera long pour accompagner toutes ces autorités, car nul n'est censé ignorer la loi, même ceux qui continuent à travailler hors la loi, un jour rendront compte de leurs actes. Je crois que je ne peux rendre grâce à Dieu qui a permis ceci, et à tous les acteurs qui ont rendu cela disponible, notamment l'inspecteur général de finances qui a rendu ces locaux disponibles. Et aussi la direction générale de l'ARMP, ici représentée par le directeur général AI et DGA de l'ARMP. Et je rends également notre hommage à M. le DG qui est empêché pour le cas de force majeure de retenir l'extérieur du pays. Pour le gouvernement provincial de Kinshasa, la matérialisation de la mise en place de la direction provinciale de l'ARMP est un moyen de veiller au contrôle de toute commande publique. Et pour lutter contre la dilapidation des deniers publics, l'application des réformes des marchés publics s'avère impérieux et il est donc temps. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy, sous la conduite du président du conseil d'administration, Kolodien Moulimiloa, et du directeur général intérimaire de l'ARMP, Jean-Pierre Kapoukou, a visité les nouvelles installations de cette direction provinciale. Toutes nos excuses pour la qualité de son de cet élément de reportage. Pénurie d'eau potable dans la mission catholique Mbanza-Boma au Congo central. Le sujet a fait l'objet des échanges entre le ministre de Développement rural et une délégation de cette mission catholique.
Le projet d'approvisionnement d'eau est en cours d'exécution, a rassuré le ministre Guy Mikulu, n'est-ce pas, Rodépanda? La mission catholique de Mbanza Boma dans le Congo central éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. La solution proviendrait du projet initié par le ministère du Développement rural pour l'adduction d'eau potable dans cette entité qui abrite des écoles de formation primaire et secondaire, sans compter le reste de la population. L'abbé Jean-Pierre Ndungila, curé de la paroisse Mbanza Boma et dirigeant du collège, n'arrive pas à fermer l'œil à cause de cette pénurie d'eau. Conduit par le ministre des Relations avec le Parlement de Yonkousou auprès de son collègue, qui a la solution, Guy Mikulu Pombo, l'abbé Jean-Pierre Ndungila, est allé échanger avec les patrons du développement rural pour vérifier l'achèvement de ce projet qui a déjà connu un début d'exécution. Il en a eu des assurances du ministre Guy Mikulu Pombo et à l'issue de l'entretien, il s'est dit satisfait. Ma présence ici est auprès de son Excellence le ministre du Développement rural. C'est pour venir prendre contact avec lui sur les dossiers addiction d'eau de la mission catholique de Mbanza Boma. Ce projet constitue l'espoir de la population de la mission catholique de Mbanza Boma. Beaucoup a été fait. La motopompe à immersion a été placée, la tuyauterie a été placée. Il nous reste maintenant à acheminer les courants de la mission jusqu'à la rivière Tombo, nettoyer les châteaux d'eau et puis renouveler la tuyauterie du village et des écoles. La moitié du travail a été réalisé. Que la population de Mbanza Boma se tranquillise. La solution, c'est pour bientôt, au regard de l'optimisme affiché par l'abbé Jean-Pierre Ndungila. Quelques communiqués nécrologiques avant de refermer ce journal. Le bureau exécutif de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, annonce à tous les journalistes de la République ainsi qu'aux agents techniques de l'information et de la communication le décès jeudi 18 juin 2020 d'un des premiers icônes de la presse congolaise et premier secrétaire général de l'UNPC en la personne de Mouissa Kamus-Monga Liombo, décédé à l'âge de 89 ans des suites d'une longue maladie favorisée par le poids de l'âge. Mouissa Kamus est de la génération de ces journalistes de la presse écrite ayant milité pour l'indépendance de notre pays depuis 1960 et continué à animer sa plume alerte jusqu'à la mort. Grand éditeur des célèbres journaux La Conscience et Massano, il aura façonné de nombreux journalistes de la troisième génération actuelle et laissé de multiples manuscrits non encore publiés sur l'histoire de la presse congolaise. L'UNPC, par l'entremise de son président intérimaire Tabasengue, rend hommage à cet illustre disparu. Et puis le secrétaire général à la Défense informe les officiers, sous-officiers et soldats des FARDC du décès du général-major retraité Moya Dongo Tongo Jean-Pierre de la DRHU, militaire retraité survenu le 31 mai 2020 à l'hôpital de Montcollet de suite d'une maladie. Le corps de l'illustre disparu est gardé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. La levée du corps de la morgue sudite et l'enterrement au cimetière de Bensek et Nouvelle Cité dans la commune de Mongafula interviendront ce samedi 20 juin 2020. Et pour terminer, le secrétaire général aux anciens combattants, le général de brigade Kabwanga Kasséou Symphorose, à la profonde douleur d'annoncer aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, agents et fonctionnaires de l'État du secrétariat général des anciens combattants, le décès survenu ce mercredi 17 juin 2020 à Kinshasa du colonel Kalenga Anthony Alphonse, directeur de l'inspection de suite d'une maladie. Le corps est gardé à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph dans la commune de Limete, tandis que le domicile de l'illustre disparu est situé sur la 14e rue Bis, numéro 2, Limete industriel, en face de l'hôpital Saint-Joseph. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. C'était un plaisir, un réel plaisir pour nous de vous avoir servi ce soir au nom de la grande équipe pilotée par Cédric et Nina, Patricia
Oungou a concouru à la rédaction de ce journal. Je vous dis merci de votre attention. L'actualité continue sur la RTNC et prenez soin de vous en observant les gestes barrières. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.